Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Comme à chaque webinaire, nous sommes au rendez-vous avec un léger retard. On s'excuse, on a eu un problème technique. Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire. On va aujourd'hui parler start-up et comme d'habitude, on vous attend nombreux pour nous rejoindre. Dites-nous bonjour. Je tiens à remercier tous les fidèles qui nous suivent depuis le lancement de ces webinaires avec, on vous a promis toujours des sujets intéressants et d'actualité avec nos experts et nos invités qui viennent discuter avec vous de tous les sujets en relation avec le Covid-19. Bienvenue à vous tous, j'attends vos commentaires. On va attendre à ce que vous soyez plus nombreux avec nous. Entre-temps, je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à notre cher invité. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Monsieur Slim Abdeljelil, enseignant universitaire, juriste et ancien conseiller auprès du gouvernement. Bonjour Monsieur Slim Abdeljelil, marhaba bik. Bonjour Oudé, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc pour discuter et pour parler un tout petit peu en temps de confinement des startups et ce que la startup pourrait apporter en quelque sorte et si bien évidemment elle est impactée. Donc c'est un plaisir d'être parmi vous, d'échanger également autour de la thématique de la startup. Okay. C'est un plaisir partagé, Monsieur Slim Abdeljelil. Alors, entre-temps, il y a Samar, si je ne me trompe pas, Salma. Voilà, Salma qui nous dit bonjour. Qmar Sahar qui nous dit bonjour aussi. Akram qui nous dit bonjour, qui nous fait coucou. Bienvenue à vous tous. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Alors, vous avez pris comme habitude qu'au début de chaque webinaire, je vous présente un peu notre école. Donc, nous sommes ESCA Tunisie, une école de management située à Sousse. Nous sommes associés avec ESCA France, qui figure parmi les écoles les plus prestigieuses de management en France, puisque le premier campus a ouvert ses portes en 1909 à Angers et par la suite ESCA France a ouvert plusieurs autres campus, notamment en France et à Shanghai aussi en Chine et à Budapest en Hongrie et bien évidemment notre campus a ouvert en Tunisie en 2018. Donc, grâce à cette association, nous avons l'opportunité de donner à nos étudiants un double diplôme et une licence tunisienne et un bachelor français. Pour les spécialités disponibles, nous avons une licence en marketing, une licence en management et une licence en finance. Concernant les masters, on prépare nos étudiants qui ont validé chez nous à ESCA Tunisie leur licence, on les prépare au concours d'accès master grandes écoles en France. Parmi les principaux avantages aussi, je cite le semestre d'études à l'international en deuxième année, en deuxième semestre, toute la promotion de nos étudiants part à Budapest pour effectuer un semestre d'études en langue anglaise. Il n'y a pas de critères de sélection. C'est tous nos étudiants qui profitent de ce semestre qui représente un vrai avantage, un avantage considérable. Alors, toujours pour répondre à vos questions que vous nous envoyez chaque jour, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez dès à présent, si jamais vous êtes intéressé d'intégrer ESCA Tunisie, eh ben, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez envoyer vos dossiers de candidature à l'adresse mail suivante, contact@esca.tn. L'admission concernant l'admission pour intégrer ESCA Tunisie, il faut être d'abord titulaire d'un baccalauréat, mais aussi l'accès est ouvert à tous les étudiants qui ont validé une première année dans une autre école, bien sûr en sciences de gestion, et qui veulent intégrer notre école en deuxième année. Voilà, pour plus de détails, une infoline est mise à votre disposition. N'hésitez pas à nous appeler au 20 39 00 39. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Et dernièrement, nous étions heureux de lancer notre chaîne YouTube. Si vous voulez revoir toutes les vidéos,
tous les webinaires qui ont été diffusés sur notre page. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle start-up à SK Tunisie. Entre-temps, il y a Yusra qui s'est connecté, qui nous dit bonjour. Samar, bonjour. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, Monsieur Sima Abdeljelil, la Tunisie a eu le mérite depuis 1 an et demi de lancer une législation juridique appelée Startup Act. Est-ce que cette législation, elle a apporté avec elle certains avantages, certaines particularités qui ont fait que la start-up tunisienne, elle est plus protégée ou plus immunisée que les autres entreprises? Waouh, une question donc qui va me permettre donc d'aller directement au vif du sujet. Donc notre thématique, c'est un peu start-up en temps de confinement et plus particulièrement en temps de crise, cette crise sanitaire. Alors, bien évidemment, la question ne se pose pas dans tous les pays de la même manière, parce que nous avons quand même une particularité. Le législateur tunisien a créé un régime juridique particulier à la start-up. N'est pas qui veut start-up, il y a toute une procédure de labellisation. Alors, pour cette raison, également, lorsque vous m'avez présenté en tant que juriste, et pour être un peu fidèle à ma formation et à ma spécialité, je parlerai de temps en temps en termes juridiques. Alors, le droit, souvent considéré comme une science terminologiquement exacte, il y a une rigueur des termes qui sont utilisés. Le législateur tunisien, aujourd'hui, utilise carrément le terme de start-up. Avant la promulgation de cette loi relative aux start-up, que tout le monde appelle d'ailleurs Startup Act, on parlait plutôt d'un concept sui generis, c'est-à-dire un concept qui est utilisé par la pratique, mais qui n'a pas d'implication ou de conséquences juridiques. Aujourd'hui, on peut parler d'un régime juridique particulier. Alors, mais bien évidemment, avant de rentrer un peu dans la technicité juridique, je voudrais d'abord revenir à la terminologie classique. Qu'est-ce qu'une start-up ? Quel sens a donné le législateur tunisien à la start-up ? Mais qu'est-ce qu'aussi une crise ? Et on arrivera au fur et à mesure, à la fin de cette introduction, et pour répondre à votre question, très intéressante d'ailleurs, est-ce que la start-up que je récapitule, est-ce que la start-up tunisienne a des atouts ou des particularités par rapport à d'autres dans d'autres pays ? Alors, je vais me permettre donc de diffuser avec vous, de partager avec vous quelques diapos qui vont vous permettre, entre autres, de faire le suivi avec moi progressivement. OK. D'accord. Alors, le temps de démarrer. Alors, start-up qui est défini souvent comme une petite entreprise, certains l'appellent entreprise pousse, qui a été traduit en termes arabes Al-Mu'assasa An-Nashi'a. Alors, excusez-moi, juste. Alors, je dois permettez-moi donc de. Donc, il y a entre-temps Samar qui nous a rejoint. Bonjour Samar. Le temps de démarrer, donc. Bienvenue encore une fois à tous nos participants. Le temps de lancer donc les diapos qui vont vous aider donc à faire un peu le suivi. Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Non, pas encore, Monsieur Slim. Pas encore. Ok, d'accord. Alors, ça va l'être. Alors, je profite, en attendant que Monsieur Slim nous mette les diapos, je profite pour vous rappeler que ce webinaire, il reste interactif. Donc, vous pouvez poster vos commentaires et vos questions. On essaiera d'y répondre à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas d'interagir avec nous. C'est bon, Monsieur Slim Abdeljelil, on voit les diapos. Alors, voilà, pour revenir donc à la terminologie, le sens général, le sens commun d'une start-up, donc c'est une entreprise pousse qu'on appelle en arabe Al-Mu'assasa An-Nashi'a. Nashi'a rappelle un tout petit peu le terme, un peu une approche chronologique, comme si c'est une entreprise qui démarre. Ça ne donne pas le vrai sens, en quelque sorte, de ce concept qui est start-up. Alors, donc, c'est une petite entreprise, mais c'est une entreprise à fort investissement en termes d'innovation. Donc, généralement, elle est à la recherche de financement
et elle essaye en quelque sorte en si peu de temps à faire de la croissance économique à travers ce qu'on appelle la spéculation financière. C'est un peu la définition qu'on peut retrouver dans tous les dicos tous les dictionnaires qui sont disponibles, donc pour répondre un peu à la question qu'est-ce qu'une startup? Ce n'est qu'une entrée en matière. Mais permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour vous raconter un peu l'histoire de Nokia. Alors l'histoire de Nokia, ce téléphone que vous êtes en train de voir, il y a quelques années, personnellement, j'ai considéré ce 3310 Nokia le top de la technologie. C'était une réalité il y a quelques années. C'est un téléphone qui pouvait contenir 125 numéros de téléphone, rendez-vous compte, mais également qui n'avait pas d'antenne et qui avait une physionomie très originale, très développée, très recherchée. Alors, ce téléphone qui a fait le bonheur de certains il y a quelques années, aujourd'hui, à le regarder, vous êtes complètement, je suppose, un tout petit peu choqué. Choqué parce que cette marque Nokia, qui était la marque numéro 1 au monde, aujourd'hui, n'a plus de part de marché par rapport à des enseignes et à des marques qui n'existaient même pas. Et je fais allusion ici à la marque Samsung. L'innovation, en réalité, et ceci, au-delà de l'exemple, va me permettre un tout petit peu de rappeler la genèse de l'innovation et son importance pour l'entreprise. L'entreprise, aujourd'hui, joue la concurrence interentreprises grâce à l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir se garantir et garantir des parts de marché, l'entreprise est appelée constamment à innover à tous les niveaux. L'innovation au niveau du produit, au niveau du packaging, au niveau de la communication, au niveau de la publicité, à tous les niveaux, au niveau de la gestion des ressources humaines, la gestion de la production, tous ces aspects-là, aujourd'hui, l'entreprise est appelée à les réviser, à les revoir pour pouvoir en quelque sorte innover et maintenir sa place sur un marché. Ce qui me permet toujours de déduire que l'innovation aujourd'hui, c'est la garantie de la pérennité de l'entreprise. Une entreprise ne peut pas aujourd'hui survivre si elle n'arrive pas à innover. Alors, ceci a eu aussi un deuxième impact, et que le cycle de vie de l'innovation devient de plus en plus court. Le cycle de vie, qui est un cycle d'innovation, de développement et de dépassement, devient de plus en plus court. Je prends à titre d'exemple l'exemple de la mode. L'exemple de la mode, aujourd'hui, on parle de mode début saison, mi-saison et fin saison. Alors qu'avant, on parlait de mode qui pouvait pérenniser pendant 2 ou 3 ans. Ce n'est plus le cas à tous les niveaux, au niveau des voitures, au niveau de l'automobile, au niveau de l'aviation, au niveau de la téléphonie, au niveau de la technologie. Tout est sujet d'innovation aujourd'hui pour pouvoir maintenir l'entreprise et particulièrement maintenir ses parts de marché. Alors, mais ceci, bien évidemment, va pousser les entreprises à chercher l'innovation. 2 stratégies sont proposées aux entreprises. Soit rechercher l'innovation à l'extérieur, c'est-à-dire faire appel à des inventeurs ou à des innovants en quelque sorte, soit développer à l'intérieur ce qu'on appelle le développement ou le département R&D, recherche et développement. Donc aujourd'hui, les entreprises sont à l'affût également d'innovation, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, ce qui va bouleverser complètement sa manière de concevoir les partenariats, mais également sa manière de concevoir même la gestion des ressources humaines. Et je fais allusion ici, par exemple, aux méthodes de gestion des ressources humaines chez Google ou chez Facebook, chez ces entreprises qui sont basées principalement sur l'innovation. Depuis les années 2015, d'ailleurs, tout le monde sait que si je consulte l'indice boursier américain, les top 5 ne sont pas des entreprises à fort investissement physique, corporel, mais sont plutôt des entreprises à fort investissement innovant. Je cite Facebook, Google à titre d'exemple, sont les exemples de référence. Alors, ce qui a permis à certains depuis quelques années à nous parler un tout petit peu de l'économie de l'immatériel. L'économie de l'immatériel est un concept qui est apparu à peu près au début des années 2000 pour nous rappeler et pour dire qu'aujourd'hui, les actifs immatériels, à savoir brevets, innovation, dessin et modèles, droits d'auteur, droits de la marque, c'est eux qui font en quelque sorte le succès des entreprises. Ce ne sont plus les actifs physiques, les actifs que les comptables appellent les actifs corporels. Donc, il y a eu ce dépassement. De l'autre côté également, maintenez et gardez à l'esprit cette idée et que l'innovation est la garantie du développement de l'entreprise. Mais de l'autre côté, il y a eu également l'émergence d'un nouveau phénomène. Ce sont les nouveaux
business plan, ce sont des modèles économiques qui sont également innovants. Alors, et qui vont bouleverser et chambarder même plusieurs aspects. Je n'ai pris que 2 exemples que peut-être vous ne connaissez pas. La start-up est par définition, et l'entreprise par définition aujourd'hui, elle est constamment à la recherche d'un nouveau modèle économique. Je prends l'exemple d'un très grand cuisinier espagnol, Ferran Adrià, qui développe un peu la cuisine très, très développée en termes de, qu'on appelle la cuisine moléculaire. C'est la référence mondiale. Il a un restaurant qui développe l'enseigne El Bulli. C'est la référence mondiale. N'est pas n'importe qui est capable de se payer un dîner ou un déjeuner dans ce restaurant-là. Alors, paradoxalement, ce n'est pas le restaurant qui fait sa richesse ou qui a fait sa fortune. Ce sont plutôt, parce que c'est un adepte du digital, c'est plutôt la vente de ses livres, ce sont plutôt ses conférences, ce sont plutôt ses articles de cuisine qui ont fait sa richesse. Le deuxième exemple est un exemple canadien sur lequel beaucoup de scientifiques ont travaillé. C'est l'exemple d'un groupe musical, Mr. Valère. C'est un petit groupe de musique qui a bouleversé un peu le modèle économique également en autorisant ce qu'on appelle le téléchargement gratuit de leur musique. Ils n'ont jamais revendiqué la protection de leurs œuvres par le droit d'auteur. Ils laissent accessible et bien évidemment, ceci leur a donné de la notoriété. En quelques mois, ils peuvent avoir un nombre de téléchargements qui peut correspondre à un disque d'or. Je rappelle qu'un disque d'or, il faut à peu près 47 000 fans qui achètent votre disque ou qui achètent votre support physique pour que vous puissiez obtenir ce label-là. Et quelque part, ils ont cassé le modèle économique classique. Plusieurs musiciens ont suivi un peu cette vague les dernières années. Ils ne se soucient plus de la protection de leurs droits d'auteur, mais plutôt de leur image et l'impact de leur image en termes de publicité, en termes de spectacle public qui peut drainer de l'argent. Alors, ce sont des exemples classiques où on peut changer et s'amuser à changer le modèle économique. Mais il y a l'exemple de référence que je considère aujourd'hui un exemple d'ailleurs pédagogique, c'est l'exemple de Airbnb. Airbnb, je rappelle, ce sont les initiales de Air Bed and Breakfast. L'idée, à l'origine, et là, suivez-moi s'il vous plaît, pour voir un tout petit peu comment une entreprise, une idée, se développe pour devenir vraiment une start-up, une des plus grandes start-up, une des plus grandes success stories aujourd'hui est Airbnb. Donc, un groupe d'étudiants qui met à la disposition d'autres étudiants qui cherchent des solutions d'hébergement, un airbed, qui signifie un matelas, plus un breakfast, moyennant une rémunération. C'est en quelque sorte une forme, diraient les juristes, de sous-location. Alors, Airbnb, bien évidemment, s'est développé d'abord aux États-Unis, ensuite à l'international. Aujourd'hui, Airbnb fait 2,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2017 et il a fait un bénéfice net de 93 millions de dollars. Imaginez un peu ce potentiel, mais également l'impact sur l'économie. Je me suis amusé un tout petit peu à reprendre un tout petit peu, par exemple, l'impact sur la ville de New York. Le chiffre d'affaires réalisé sur New York est de 732 millions de dollars américains. Airbnb a permis à la ville de Paris, enfin, je prends un peu le pays de référence du tourisme, à faire voyager 1,3 million de touristes grâce à Airbnb. Donc, c'est pour vous dire, mais également aujourd'hui, même le mode de consommation, il a changé. Et d'ailleurs, la crise du secteur de l'hôtellerie, elle est due, entre autres, un peu à ces solutions Airbnb ou bien Booking.com qui proposent ce logement alternatif, en quelque sorte, cette nouvelle forme d'expérience touristique et d'hébergement. Airbnb, par rapport aux gens qui sollicitent ou qui recherchent un hébergement dans un hôtel, représente à peu près 35%. Imaginez un peu ce potentiel. Voici des success stories qui ont fait également le bonheur de leurs promoteurs, qu'on appelle les start-upers. Le même exemple de Uber. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ubérisation de l'économie. On parle également donc de cette manière un peu de revoir des activités classiques, mais de les revoir d'une manière un peu plus technologique et un peu plus innovante. Le monde change et retenez ces chiffres-là.
c'est un diapo qui me tient à cœur. C'est juste pour un peu d'abord évaluer le temps. Qu'est-ce qui peut se passer en 60 secondes, soit en 1 minute, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, ce qui se passe en 1 minute, et c'est ceux qui nous disent que le temps c'est de l'argent n'ont pas tort, et que vous avez 4,7 millions de vidéos visualisées sur YouTube, et que également en 1 minute, vous avez à peu près, en termes d'heures regardées, 764 000 heures sur Netflix. Regardez un peu l'évolution impressionnante de Instagram entre 2019 et 2020. Le monde est en train de changer, le monde devient de plus en plus digital. Regardez un peu le commerce électronique aujourd'hui, ce que vous voyez ici, hein, en quelque sorte, les montants qui sont investis et qui sont dépensés dans le commerce électronique, 1,1 million de dollars par minute sont dépensés dans le commerce électronique. 1,3 million de login Facebook qui se fait également en 1 minute. Donc, toutes ces données-là ne peuvent pas aujourd'hui être négligées, bien évidemment, par la start-up et particulièrement la start-up innovante. Alors, ceci est une présentation un peu aussi bien de l'environnement dans lequel ont évolué les start-up, mais également de cette définition. Alors, je reviens un peu à la particularité tunisienne et je reviens un peu à la question de tout à l'heure. Alors, les start-up tunisiennes, est-ce qu'elles ont une particularité? Alors, d'abord, je dirais, et je vais m'expliquer, n'est pas qui veut start-up. C'est-à-dire qu'en Tunisie, on ne peut pas s'auto-proclamer comme start-up. Tout simplement parce que le juridique a défini qu'est-ce qu'une start-up. Alors, la start-up, et ici je vous propose un peu la combinaison de l'article 1 et 3 de cette fameuse loi. Une start-up, c'est une entreprise qui a la forme d'une société commerciale, qui est labellisée et dont l'activité elle est basée sur l'innovation, la technologie, la valeur ajoutée et la compétitivité. Ce qui veut dire que pour être considéré comme une start-up, il faut passer par une labellisation. La labellisation, on ne va pas dire une autorisation, mais il y a des conditions qu'on doit respecter pour pouvoir être labellisé. Ce qui me permet de dire également que dans l'écosystème tunisien, nous aurons 2 catégories de start-up. Nous aurons des start-up classiques, que j'appellerai classiques parce qu'elles n'arrivent pas à respecter les conditions ou atteindre le seuil des conditions exigées par le législateur tunisien. D'autres, qui respectent ces conditions-là, vont être labellisés. Alors, quelle est l'idée du législateur par rapport à la question de tout à l'heure? Est-ce qu'elles sont immunisées, les startups? Je ne répondrai pas pour le moment, mais je dirais, lorsqu'une startup, elle est encouragée, lorsque l'État tunisien donne des avantages, aussi bien pour le start-upper, aussi bien pour la start-up, que pour ceux qui investissent dans le capital de la start-up, c'est une manière, en quelque sorte, de l'immuniser d'une manière générale. On va voir tout à l'heure par rapport à cette crise du Covid. Donc, oui, la start-up tunisienne, elle est avantagée par rapport à d'autres start-up dans le monde parce qu'elle bénéficie d'une batterie d'avantages. Je reviens un peu à cette citation de démarrage, n'est pas qui veut start-up. Ça veut dire qu'il faut respecter des conditions. Alors, ces conditions tournent autour de 2 types de conditions. Les juristes classent toujours les conditions en conditions de fond et conditions de forme. Donc, des conditions de fond, bien évidemment, l'idée du législateur, ce n'est pas de donner les avantages à toutes les startups, mais à des startups qui démarrent. Donc, il y a un seuil d'exigence. Une startup ne doit pas, je rappelle vite fait, ce n'est pas l'objet de ma conférence d'aujourd'hui, mais juste pour le rappeler, une startup ne doit pas avoir une durée de vie plus que 8 ans. Pour postuler et demander le label start-up, une start-up ne doit pas dépasser en termes de chiffre d'affaires et total bilan un certain montant qui est de 15 millions de dinars. Une start-up ne peut pas, si elle veut se labelliser, elle ne peut pas avoir un nombre de salariés supérieur à 100 salariés. Une start-up qui veut se labelliser, son capital doit être détenu à hauteur de 2/3 du capital minimum par des personnes physiques ou des institutions financières ou des startups étrangères. Alors, ce sont des conditions objectives, mais également, il faut que le modèle économique soit un modèle innovant
et qui permet une certaine croissance et une certaine croissance qui est rapide. Donc, pour cette raison, ces entreprises qui sont capables de respecter ces conditions-là, et si elles sont éligibles à ces conditions, le législateur tunisien va leur permettre donc et leur attribuer ce qu'on appelle donc le label. Le label, bien évidemment, va donner à ces entreprises-là. Donc, tout à l'heure, je répondrai à la question du pourquoi. Là, je réponds à la question du comment. Comment inciter à la création des startups? Alors, en leur donnant des avantages. Si vous respectez ces conditions que je viens d'énumérer, votre startup sera labellisée. Elle aura un label et ce label va lui donner des avantages. Alors, l'avantage premier, c'est par rapport aux promoteurs. Si vous êtes un jeune entrepreneur, vous créez votre startup pour la première année et vous n'avez pas de revenus salarial, donc l'État va vous prendre en charge pour la première année une bourse qu'on appelle la bourse startup qui correspond à peu près à 1000 dinars par mois. Si vous êtes par contre salarié et que vous voulez vivre cette expérience de création de start-up et vous avez obtenu votre label, bien évidemment, vous avez également la possibilité de le faire. On vous garantit de revenir à votre travail d'abord, mais également on vous garantit un salaire pour la première année. Donc, on vous garantit ce qu'on appelle le congé création start-up, 1 an renouvelable une seule fois, et on vous donne la possibilité de vous payer par rapport à votre salaire, même si vous êtes fonctionnaire de l'État ou salarié du secteur privé, on vous garantit donc un salaire qui correspond à votre salaire, mais dans la limite de 5000 dinars. C'est un avantage de taille et cet avantage va permettre donc un peu à certains start-upers de vivre cette expérience et de partir vers la création de leur start-up, qu'ils soient salariés ou pas. Des avantages qui sont attribués à la start-up, notamment le non-paiement de l'impôt pendant 8 ans, ce qu'on appelle l'IS, la prise en charge par l'État des cotisations patronales, la prise en charge également du brevet d'invention si la start-up crée un brevet d'invention. Également, on vous donne un statut privilégié sur le plan douanier, autant d'avantages qui sont donc attribués à la start-up, aussi des avantages qui sont liés un peu aux techniques d'augmentation de capital, puisqu'on fait exception à certaines règles en termes de nomination du commissaire aux apports, pour vous donner de la flexibilité à valoriser votre idée nouvelle, bien évidemment. Donc, ce sont des avantages qui sont attribués à la start-up, mais également, et je termine avec ça, des avantages qui sont attribués au profit des investisseurs. Celui qui investit dans le capital social d'une start-up fait du dégrèvement fiscal, donc il sera exonéré du paiement de l'impôt, mais également, s'il revend sa participation dans le capital et il réalise un bénéfice, ce qu'on appelle une plus-value de cession de part sociale ou d'action, bien évidemment, il ne payera pas l'impôt sur la plus-value qu'il a réalisée. Autant d'avantages, et d'ailleurs, je me rappelle, dans la présentation de cette loi, on a estimé à peu près, c'est une fourchette, pour dire qu'à peu près sur 100 startups labellisées, il y a un coût pour l'État qui correspond à peu près à 35 millions de dinars pour, en quelque sorte, inciter et faciliter la création de ces startups. Oui, Madame Oudé, je réponds à votre question. Les entreprises labellisées ayant le titre de startup conformément à la loi tunisienne, bien évidemment, elles sont avantagées. Et lorsqu'on est avantagé, en temps de crise, bien évidemment, on peut en quelque sorte être plus à même à supporter et à encaisser un peu le coût de cette crise. Merci beaucoup pour la réponse. Oui, tout à fait. Alors, il y a Islem qui a interagi avec nous lorsque vous avez présenté la partie sur l'innovation, l'importance de l'innovation pour les entreprises. Elle a fait juste la remarque, il faut pousser l'enseignement des connaissances en matière d'outils de l'innovation des disciples suivantes: Business Model Generation, Lean Startup, Design Thinking, qui sont des outils utilisés en Silicon Valley. Donc, Islem a aussi posé la question suivante. Si vous voulez qu'on y réponde à la fin de ce webinaire, M. Slim, c'est comme vous voulez. Quels sont les facteurs clés de réussite d'une start-up? Alors, en termes de formation, bien évidemment, je rejoins Islem par rapport à cette réflexion. En fait, c'est un peu le modèle d'enseignement. Aujourd'hui, quel modèle d'enseignement pour former? Alors, je vais me permettre un tout petit peu de donner un témoignage.
Je regarde juste à côté de moi parce que j'ai un livre qui est normalement mon livre de chevet, alors que j'ai ici par hasard. Je suis à mon bureau. Alors, entreprendre et savoir s'entourer. Alors, c'est le grand Jacques-Louis Filian, le grand monsieur, je dirais, dans le monde actuellement de l'entrepreneuriat, à qui j'ai posé la question, est-ce qu'on peut former des entrepreneurs? C'est une question très récurrente qui me revient souvent. Et lorsque j'ai saisi l'opportunité de le voir en direct, donc je me suis dit quand même, je ne vais pas manquer cette opportunité de poser la question. Est-ce qu'on peut apprendre à devenir entrepreneur? Bien sûr, tous ces travaux de recherche démontrent que oui, on peut l'apprendre. Je pense que c'est un mix, personnellement, c'est un mix entre formation et aussi aptitude personnelle. Même l'environnement sociétal dans lequel nous vivons peut vous rendre un peu plus à même à développer, à devenir entrepreneur. Alors, mais également, la particularité de l'entrepreneuriat en matière de start-up, c'est aussi être un peu branché. Alors, mais également, je reste un tout petit peu sceptique. Est-ce que toute innovation est nécessairement liée à la technologie ou à la maîtrise de la technologie? Les exemples que j'ai cités tout à l'heure, que j'ai choisis volontairement également pour booster un peu les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, pour un peu vivre cette expérience-là. Ce qu'a fait Airbnb n'est pas forcément de la maîtrise technologique, dans le sens pur. On ne peut même pas parler d'une innovation protégeable par le droit. Aujourd'hui, rien ne m'empêche de créer la même idée, de recréer la même idée que Airbnb. D'ailleurs, Booking.com, il suffit de ne pas ce qu'on appelle la contrefaçon de la marque, utiliser le même logo, la même charte graphique, le même design du site. Bien évidemment, ceci est banni, il est interdit par la loi. Mais Airbnb ne peut pas se prévaloir d'une certaine protection. Donc quelque part, moi, je crois beaucoup personnellement, en tant qu'universitaire également, à des soft skills. Le hard skills, c'est bon. Hein, je pense qu'on a fait tous l'université. Et aussi, l'expérience de vie nous montre que certains réussissent aujourd'hui à entreprendre sans avoir fait des cours de gestion ou de management ou d'innovation. Donc c'est un mixte, hein, en quelque sorte. Et je vous remercie pour cette question. C'est pour cette raison que je me suis permis donc de répondre directement. La deuxième question, si Oudé, tu peux me rappeler, Ouais, s'il te plaît. je peux même la montrer sur écran. Donc, c'est une question qui nous vient de Islam. Quels sont les facteurs clés de réussite d'une start-up? Alors, Islam, je vais me permettre un peu de faire un témoignage, si c'est possible. Ce n'est pas une réponse très universitaire, mais c'est une réponse un tout petit peu de terrain. Il y a quelques années, un ami me contacte pour me proposer un business, en fait. L'idée était de créer une plateforme, un site web, où on permettrait aux gens de vendre leurs vêtements qu'ils ne veulent plus porter, particulièrement les vêtements d'enfants, parce qu'on sait que la rotation des vêtements d'enfants, elle est très importante. Il a fait quelques études de marché et il m'a dit, Slim, qu'est-ce que tu en penses si on crée ce projet-là? J'ai fait 2 fautes. Non seulement je n'ai pas voulu investir dans son projet, mais également investir, ce n'était pas une question de grosse somme d'investissement, c'était plutôt une implication. Et l'implication, c'est de la réflexion et donc c'est de l'investissement. Mais Feigne, je l'ai également, à tort, convaincu de ne pas faire ce projet. Aujourd'hui, tous ceux qui ont créé des plateformes d'échange ou de vente de biens ou d'équipements ou de vêtements utilisés, aujourd'hui, gagnent énormément d'argent. C'est des modèles économiques qui réussissent. Donc, c'est juste pour vous dire, quelque part, je ne détiens pas la recette. Quels sont les facteurs de réussite? Alors, si je remets la casquette un tout petit peu de l'ancien chargé de mission auprès du gouvernement tunisien, à qui on a confié le pilotage du Startup Act, oui, je dirais que quelque part, l'État a mis en place un écosystème, les prémices, je précise, je pèse mes mots, d'ailleurs par cette réglementation très avantageuse, très incitative. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Notamment, par exemple, normalement, je devais en parler tout à l'heure, par rapport à la crise Covid, imaginez si on avait une loi relative au crowdfunding, qui est une fintech qui permet le collecte des fonds. Ça aurait été beaucoup plus propice que d'envoyer ces montants de 200 dinars d'une manière physique, etc. On aurait pu plutôt faire des collectes, particulièrement en termes de dons, pour remplacer le camp 18-18 qui a été fait. Donc est-ce qu'il y a une recette de réussite? Je pense que l'environnement, il est très important.
Le nôtre, il est propice. L'écosystème tunisien est un écosystème qui est émergent, mais qui est très favorable. Je compte à peu près aujourd'hui plus que 200 startups labellisées, donc qui accèdent à ces avantages-là. Le marché, il est ouvert et je ne veux pas anticiper sur les questions. Je vous laisse poser vos questions. Est-ce que cette crise est forcément néfaste? Je n'ose pas, enfin, je booste un tout petit peu la discussion, mais je n'ose pas répondre par la négation. J'espère qu'on a répondu, Slem, à vos questions. Alors, pour revenir à notre sujet qui est le Covid-19, donc la pandémie du Covid-19, elle a touché, elle a engendré une crise importante qui a touché à plusieurs domaines, plusieurs secteurs et qui a impacté beaucoup d'entreprises. Donc, ma question est, est-ce que cet impact est le même pour la start-up? Alors, la start-up bien évidemment, est une entreprise. Et comme toute entreprise, aujourd'hui, cette crise, elle va l'impacter. Parce que l'impact, en fait, provient de tout un environnement. Alors, je reviens un tout petit peu à quelques... je ne retrouve pas mon diapo. OK. Est-ce que le diapo est visible pour vous? Non, pas pour le moment. Non, pas pour le moment. D'accord. Alors, voilà, il le sera. Voilà. Est-ce Voilà. qu'il est maintenant? D'accord. Alors, c'est une crise, certes, c'est une crise sanitaire, c'est très particulier, qui engendre une crise économique causée par le confinement, mais également c'est une crise planétaire. Alors, les historiens des crises, les économistes également, savent très très bien que certaines crises particulièrement sanitaires ont entraîné par la suite tout un bouleversement, tout un changement, même du monde et du mode économique des entreprises. Alors, par crise, en quelque sorte, je suis revenu un tout petit peu à mes références réglementaires et légales. La crise est un événement ou une rupture de process, en quelque sorte. C'est un changement de process qui est ressenti, mais qui est par définition qui n'est pas prévu et qui n'est pas perçu comme étant redoutable et incertaine. Alors, c'est l'idée un peu de la force majeure. Et qui dit force majeure, dit une technique contractuelle qui autorise celui qui est soumis à une obligation de ne pas respecter son obligation, c'est-à-dire de ne pas l'exécuter en quelque sorte, parce que la force majeure, elle est extérieure, insurmontable et imprévisible. Ce sont d'ailleurs les conditions légales de l'admission de l'idée de la force majeure. Donc c'est une crise qui a entraîné donc une crise sanitaire et qui a été déclarée par l'État. Et lorsqu'on dit déclarée par l'État, bien évidemment, ici, on est dans la théorie du fait de prince. Le fait du prince, c'est presque le synonyme de la force majeure, c'est-à-dire on a été appelé un peu à rejoindre nos maisons et de rester chez soi. Et donc, le home confinement, c'est de rester chez soi et tout le monde et toute l'économie s'est mise en berne. Donc, un phénomène très nouveau, un phénomène inattendu. Alors, inattendu à tous les niveaux. Hein. Certains peuvent polémiquer, ça a été préparé, etc. Ce n'est pas l'objet peut-être de notre intervention. Je voudrais rester un peu dans une approche très technique. Donc, oui, l'impact sur l'économie, il est impressionnant. Rien que pour vous rafraîchir la mémoire, je pense que vous avez pris conscience de cet impact-là. Alors, sur la Tunisie, certains, et j'ai consulté un peu la doctrine économique la plus autorisée en Tunisie, les quelques publications récentes, ce sont des simulations, mais j'ai pris un peu le worst case scenario, c'est-à-dire le pire de ce qui pourrait arriver. Aujourd'hui, nous gérons bien, à mon sens, cette crise-là, mais perte prévisible 6,6 milliards de dinars, une baisse du PIB à peu près de 5%, la croissance du taux de chômage qui est déclaré aujourd'hui, qui est de 15,5 à peu près, à cela pourrait s'ajouter encore 4 points de chômage, la baisse de la consommation locale, et ça va de soi, donc on prévoit à peu près une baisse de 5%, et une chute en quelque sorte des exportations, et donc un déséquilibre de la balance commerciale
donc une chute des exportations qui est due bien évidemment aux difficultés logistiques de transport, un peu aux usines européennes qui sont fermées également, donc qui est de l'ordre de 10%. Le monde, d'une manière générale, va assumer bien évidemment un impact et un impact économique très important. Donc les échanges internationaux et commerciaux vont être réduits à peu près de 3 points. La croissance globale va être révisée également vers la baisse, 2,4% en quelque sorte. Donc le commerce mondial va baisser et ceci va bien évidemment impacter. Je vais me permettre maintenant de rappeler un peu, parce qu'on commence un peu à prendre du recul par rapport à cette crise du Covid-19, et ce recul nous permet un tout petit peu de voir un peu les expériences de certains pays, comment ils ont géré cette épidémie. Alors, l'exemple qui me semble le plus important et le plus communicant en quelque sorte sur lequel on peut construire, ce sont deux exemples d'ailleurs, l'exemple chinois et l'exemple coréen. Alors, la particularité de l'exemple coréen est que ce qui a aidé au cantonnement et à la limitation de la propagation de ce virus, c'est la technologie. Cette technologie, qui est une technologie développée par des startups principalement, a permis à ces pays-là, et particulièrement à la Corée, en quelque sorte de limiter les dégâts. Donc, bien évidemment, impact il y a, et cet impact, bien évidemment, selon les quelques études, pas vraiment très larges, une des études qui a été communiquée récemment par le manager, elle concerne un peu l'impact du confinement sur les startups tunisiennes. Hein. C'est limité à la Tunisie, et ils ont pris un échantillon qui n'est pas très révélateur, mais on va prendre un tout petit peu comme moyen de discussion ou moyen de départ de l'impact sur le confinement. Alors, paradoxalement, il y a 18% pour qui l'activité a été accélérée. Certains qui ne représentent que 11%, ils ont carrément subi ce qu'on appelle des arrêts de commande, 13% des activités stables et 58% ralentissement de l'activité. Le propre de la start-up, c'est la possibilité un peu de faire le pivot, et c'est-à-dire de repenser également son modèle. Regardez bien ce qui s'est passé il y a quelques temps, il y a quelques semaines, beaucoup de pages web, de pages Facebook également, sur les réseaux sociaux, qui vous proposent l'acheminement de vos légumes ou de votre viande ou de vos achats à domicile. Et ça, c'est une manière également. Ça, c'est aussi une manière qui a permis à certaines startups un tout petit peu de se retrouver et de se positionner. Alors, je vais aller directement un peu aux startups que je considère ont joué un rôle très important pendant cette période de confinement, quitte à leur faire un peu de la promotion. Intigo, et vous savez que Intigo, cette startup qui a subi en quelque sorte la rigueur et l'anachronisme de la loi et de la réglementation tunisienne. Vous connaissez probablement le concept qui est un Uber, mais un Uber de scooter, développé sur la grande ville de Tunis et qui a eu des difficultés en quelque sorte à démarrer. Intigo a pu en quelque sorte répondre à un certain besoin au moment du confinement, qui était de proposer l'acheminement de marchandises ou de produits donc, par rapport aux gens qui sont confinés. Également, vous avez tous agréablement vu le robot développé par Enova Robotics, qui fait un peu la fierté, une start-up qui fait un peu la fierté de la Tunisie. Hein, et je pèse un peu mes mots par rapport à l'intelligence artificielle qu'il y a dans ce robot-là. C'est vraiment de l'ingénierie de très, très, très haut niveau. Et je cite ici la référence tunisienne et aussi mondiale, Enis Sahbeni, dont je suis fier de l'amitié, hein, un génie à la tunisienne, formé en Tunisie, bien évidemment, et qui fait un peu notre fierté. Également, les Tunisiens ont découvert, parce qu'ils étaient confinés, des possibilités de visionner des films. Et Artify, également, une start-up que je recommande, qui vous permet de visualiser, c'est un peu le Netflix tunisien,
Artify, Forja également, ce sont également des startups émergentes qui ont pu en quelque sorte répondre à certains besoins en temps de confinement. Également Visio.tn qui a permis un peu le développement du télétravail, Med.tn, Tobba.tn également, Dapchi, dont je parlais également tout à l'heure, et j'ai fait allusion un peu à Dapchi, qui est cette plateforme un peu qui permet vente et échange donc de vêtements. Ce sont un peu à mon sens, un peu les startups qui ont su répondre en quelque sorte et développer leur business model par rapport à cette crise-là. Alors, d'autres pays, c'est pas pour un peu critiquer l'approche tunisienne, mais d'autres pays qui croient beaucoup dans le développement des startups, ils ont injecté beaucoup d'argent, notamment la France qui a injecté à peu près 4 milliards d'euros pour soutenir les startups. Je rappelle un tout petit peu que l'écosystème startup qui est en train d'émerger en Tunisie, on est dans une phase de genèse et de développement. Dans les pays où l'écosystème est stable, alors je rappelle que sur certains pays, ça contribue à peu près, dans l'État de Californie, 24% des emplois créés sont créés par les startups. Les startups dans un pays comme la Lituanie, 11% de PIB proviennent également des startups. Quelque part, si l'État tunisien a donné des avantages pour encourager et inciter à la création de start-up, c'est un coût, mais on sait très très bien que derrière ce coût, il va y avoir des retombées et il va y avoir en quelque sorte des conséquences. Il faut les soutenir bien évidemment et c'est à eux en quelque sorte de saisir cette opportunité parce que le monde est en train de changer. Alors également, le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Et ici, je n'ai pas pu m'empêcher un peu, parce qu'on voit aujourd'hui sur Facebook, on nous propose un peu je ne sais pas si c'est très légal ou pas, je n'ai pas vérifié honnêtement, sur des abonnements Netflix. Netflix aujourd'hui fait une capitalisation boursière de 186 milliards de dollars. Il a dépassé carrément l'empire Mickey. Et ça, c'est une des plus grandes success stories qu'on est en train aujourd'hui de voir. C'est du concret. Et cette croissance, en quelque sorte, est due un peu au confinement. Certes, ça va être un tout petit peu révisé vers la baisse, mais imaginez un peu l'argent que s'est fait un peu cette start-up suite à cette crise. Donc, certes, il y a une crise, mais toute crise peut présenter du potentialité et quelques opportunités qu'il convient de savoir saisir. Oui, justement, Monsieur Slim, il y a en relation avec ce que vous venez de dire, il y a une question ou une remarque qui nous a été faite par Mohamed Meshri. Donc, une crise est toujours un moment de rupture qui signe la mort de certains concepts et laisse la porte ouverte à d'autres, ce qui m'amène à ma prochaine question. Est-ce que vous voyez des opportunités derrière cette crise ? Bien évidemment, d'abord, j'apprécie un peu, je suis en train de découvrir et de lire ce que c'est Mohamed Meshri a écrit. Oui, des crises peuvent parfois nous amener à faire des ruptures, ce qu'on appelle les ruptures épistémologiques, parce qu'il y a une remise en cause. Si on parlait un peu en termes de gestion, rappelez-vous, il y a quelques semaines, la pyramide de Maslow, qui a toujours été enseignée avec difficulté par rapport, par exemple, à des jeunes étudiants, aujourd'hui, on la ressent parce qu'on cherche un peu d'abord à survivre. Certains besoins ont complètement changé. Si je vous posais la question il y a quelques semaines, est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle voiture? Est-ce que vous êtes intéressé par… Vous allez voir et vous vous êtes rendu compte que certains aspects ont été très, très subtils et même à éviter. Cela veut dire que quelque part, oui, il va y avoir de la rupture nécessairement. Alors, j'anticipe un tout petit peu pour rappeler un des penseurs des temps modernes aujourd'hui, qui est aujourd'hui aussi pour moi une référence, Jacques Attali, un énarque français qui a occupé souvent la fonction de conseiller également auprès de certains chefs de gouvernement français. Et bien évidemment, en tant que penseur, il est en train de nous dire
le monde va changer. Et le monde va changer vers quoi? Vers une économie qu'on appelle l'économie de vie. Je mets ça entre guillemets, hein, je reprends un peu ses propos intégralement. L'économie de vie qui doit en quelque sorte aujourd'hui revoir les priorités. Nous avons toujours vécu dans un modèle capitaliste basé sur un certain libéralisme, avec un peu de juridique qui essaye de protéger le salarié, de protéger le consommateur. Mais quelque part, ce modèle, je pense personnellement qu'il est arrivé un peu à son bout. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de solidarité, on parle plus de bien-être. La santé va reprendre face. Le secteur du sport, je pense que ce sont les secteurs aujourd'hui sur lesquels il faudrait peut-être investir et réfléchir. Alors, j'ai préparé d'ailleurs à ce titre-là donc un diapo, permettez-moi, voilà, il va apparaître. Donc, alors certes, aujourd'hui, il y a des problèmes, mais à ces problèmes, il y a des solutions. Je parlais tout à l'heure de Jacques Attali. Jacques Attali, grand penseur français, à mon sens, futuriste également, puisqu'il nous parle de choses où comment le monde va évoluer. Donc, l'économie, on était dans une économie de survie, j'utilise un peu ces mots, pour passer à une économie de vie. Et cette économie de vie va dépendre en quelque sorte et va en quelque sorte investir sur tout ce qui est santé, recherche, les énergies propres, la manière de distribuer, la manière de consommer, la sécurité, le digital, la culture, l'information. Ce sont les secteurs en quelque sorte qui seront les secteurs de demain. Il n'est pas le seul à développer cette idée-là. Des économistes un peu plus, je dirais, plus hard, un peu plus expressifs, Daniel Cohen, d'origine tunisienne d'ailleurs, nous dit, ou né en Tunisie, grand économiste français, aujourd'hui, le coronavirus, c'est un accélérateur du capitalisme numérique. C'est l'ère du numérique. Aujourd'hui, c'est l'ère du digital. Le digital a toujours été considéré à un certain moment comme étant un objectif. Il ne l'est pas. L'objectif, c'est le bien-être de l'homme et le digital ne sera que le moyen. Également, un écrivain et un penseur et un philosophe, je pense que vous connaissez tous, Yuval Noah Harari, qui est connu plutôt par son best-seller Sapiens, qui aujourd'hui nous parle en réaction un peu à ce que les politiques s'attendent. Les politiques aujourd'hui vont aller plutôt dans la tendance de l'isolement, de la révision un peu de la manière de produire, puisqu'on s'est rendu compte que les Européens ont tout délocalisé en Chine. Donc, il y a cette manière de voir un peu aujourd'hui la montée du nationalisme, l'enfermement. Bien évidemment, tous les penseurs ne pensent pas de la même manière, particulièrement les penseurs qui ne sont pas politiques. Donc, ce n'est plus le temps de l'isolement, c'est plutôt le temps du partage de l'information. Et ceci doit passer par ce qu'on appelle donc particulièrement la coopération, qui va être très, très importante à mes yeux. J'espère que j'ai réagi un peu à c'est bon, Oudé, j'ai réagi bon. Oui, c'est parfait. Alors, à vrai dire, il y a beaucoup de personnes qui interagissent avec nous, beaucoup de personnes qui posent des questions. Donc, on va essayer d'avancer un peu et répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Donc, okay. En me concernant, Monsieur Slim, j'ai une dernière question à poser. Donc, dans quelle mesure les startups peuvent-elles contribuer à la réalisation de certaines grandes réformes et politiques publiques? Ah oui, c'est la question d'ailleurs la plus importante à mes yeux. Alors, lorsqu'on parle du digital, alors, et peut-être certains d'entre vous se posent la question que vient faire la start-up par rapport aux grandes réformes de l'État. Si je devais un tout petit peu faire un topo global, introduction à peu près, qu'est-ce qu'on a découvert ou qu'est-ce que le coronavirus nous a fait découvrir d'un seul coup? Qu'est-ce qu'on a découvert? Eh bien, ce que nous avons découvert, c'est un miroir en quelque sorte qui a projeté
devant nous, moi personnellement, j'en étais conscient, une déficience des infrastructures sanitaires, une faiblesse de l'économie nationale, une très très grande dépendance par rapport au financement extérieur, mais également nous avons constaté une désarticulation, si je peux m'exprimer ainsi, de la recherche scientifique. Le monde a découvert un peu, même bien les États-Unis, la France, qui était considérée comme le modèle de santé le plus parfait, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas en mesure de faire face à une pandémie pareille. Donc, quelque part, cette crise nous a rejeté un peu tout ce qui était enfoui, tout ce qu'on ne voulait pas reconnaître. À cela s'ajoute en Tunisie l'économie informelle, mais également, si je peux aussi m'exprimer ainsi, un peu la redondance, la récurrence un peu de la distraction nationale. On est un peu distrait sur le plan national par un ordre politique, excusez-moi, qui n'arrive pas à bien s'établir en Tunisie. Particulièrement, donc, il y a en quelque sorte, cette crise a dévoilé au monde entier qu'il y a des faiblesses et qu'il y a des lacunes qu'il faut aujourd'hui assumer. Mais nous avons nos particularités en Tunisie, bien évidemment. Et ces particularités, à titre d'exemple, depuis des années, on n'a pas cessé un tout petit peu de renforcer ce qu'on appelle le paiement mobile, dans une approche globale qu'on appelle l'approche du décaching. Qu'est-ce que le décaching? On s'est rendu compte que l'économie tunisienne, à peu près à 60%, tourne en économie informelle, ce qui n'autorise pas et ne permet pas la fluidité de retour du cash, de la masse monétaire, vers les banques. Ce qui oblige en quelque sorte, constamment, pour réduire et pour faire simple, tout le temps à imprimer des nouveaux coupons pour pouvoir les émettre. C'est-à-dire que le cash out qui se fait n'est pas associé à un cash in. Les solutions que nous avons proposées sont des solutions, bien évidemment, principalement technologiques. C'est de travailler sur une approche comment faire disparaître le cash. Ça, c'est un objectif macroéconomique que les politiques veulent atteindre. Mais c'est la technique qui va l'exprimer. Alors, comment la technique? C'est de nous autoriser, de nous donner des outils, des wallets, de la monnaie électronique que je peux transporter dans mon téléphone, à titre d'exemple, et qu'avec un QR code, que je puisse payer aussi bien mon boulanger, je ne parle pas des paiements à certaines sommes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même votre carte de crédit, nous sommes un pays surbancarisé. Nous avons à peu près 22 banques. Nous avons des cartes de crédit, mais c'est des cartes de retrait, moi je les appelle, qui ne servent uniquement qu'à retirer du cash et le réinjecter, alors qu'on n'arrive pas à faire un peu et à généraliser ces modalités de paiement. Aujourd'hui, les fintech en Tunisie sont tellement développées par les startups tunisiennes qui vendent d'ailleurs leurs solutions à l'étranger, paradoxalement, ce qui fait la fierté. Par exemple, si vous êtes sur la ville de Dubaï, tout le monde va vous parler un peu de la fierté de Dubaï, c'est l'application de la municipalité de Dubaï qui gère un peu le collecte des poubelles, qui gère un peu le stationnement, toutes les activités un peu qui tournent autour de l'activité municipale. Ils sont gérés par une application. Alors, qui font la fierté de la ville de Dubaï, mais qui sont créés, développés ici en Tunisie et plus particulièrement au technopole de Sousse. Imaginez un peu, le potentiel, nous l'avons bien évidemment, mais parfois les freins, d'abord politiques, deuxièmement juridiques, empêchent à ce que parfois certaines startups puissent se développer en Tunisie plus facilement. Je rappelle que certaines startups, avant la promulgation de cette loi, qui donne entre autres comme avantage la possibilité d'avoir un canton de devise, ont été contraintes de partir de la Tunisie pour faire le bonheur de certains pays européens qui ont pu développer leurs solutions sur le marché africain, non pas à partir de la Tunisie, mais à partir de pays européens. Je le dis avec beaucoup d'amertume, nous avons le potentiel, énormément de potentiel aujourd'hui pour pouvoir répondre à certains objectifs du gouvernement. Alors, parmi ces objectifs-là, l'inclusion financière. Je rappelle un chiffre qui est resté constant depuis 2015. Une des études préparées par la Banque mondiale en termes d'inclusion financière,
c'est comment essayer d'intégrer le maximum de personnes dans le système bancaire. Vous savez qu'on lutte contre la pauvreté, non pas en donnant de l'argent, mais en faisant de l'inclusion financière. C'est-à-dire en permettant aux gens de ne pas toucher leur argent en cash, mais de pouvoir en quelque sorte le transporter d'une manière électronique. 65% sont desservis des services financiers, alors que nous avons 22 banques. Imaginez ce paradoxe-là, parce que les banques, parfois, défendent des intérêts et ils n'ont pas besoin, en quelque sorte, de certains qui ne représentent pas un grand intérêt. Nous avons, heureusement, il y a quelques années, développé ce qu'on appelle, grâce à la loi de 2016 relative au secteur bancaire, ce qu'on appelle les établissements de paiement. Suivez un peu cette actualité. Les établissements de paiement, ce sont des institutions financières que vous allez retrouver dans les quartiers, c'est-à-dire que le drugstore de votre quartier, le hamas pourra aujourd'hui, demain, parce que la loi, elle est là, la circulaire de la Banque centrale, elle est là, les solutions techniques sont là, il peut collecter du cash, mais il peut également, vous pouvez faire vos achats avec votre téléphone, etc. Les solutions existent et je pense que les startups aujourd'hui, s'ils se positionnent dans des secteurs tels que le e-learning, tels que les visioconférences, tels que le e-health, tels que les fintech, ce sont des secteurs porteurs, bien évidemment parce qu'ils vont répondre un peu et converger avec les objectifs du gouvernement tunisien. Et je ne peux pas m'empêcher, en quelque sorte, de partager une news de ce matin à 8h du matin. Je consulte, voilà, et regardez un peu ce titre qui est, à mon sens, révélateur. Est-ce que vous voyez le diapo? Oui. Confirmé. Alors, Wissem Belarbi, qui est un des meilleurs journalistes économiques en Tunisie, sans faire un peu la promotion de sa chaîne de radio, mais qui se respecte énormément. Alors, hashtag historique. Qu'est-ce qui est historique? Ce qui est historique est que la Tunisie a mis en place, pour la première fois, une solution de portefeuille digital. Alors, et ça, c'est une première. Qu'est-ce qui a poussé? Vous savez, la question du portefeuille, le wallet et le portefeuille digital, ça fait des années que les politiques et les gouvernements ont essayé de l'instaurer. Il y a eu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, face à la crise, aujourd'hui, on a pu, en si peu de temps, en quelque sorte, trouver des solutions de portefeuille digital pour pouvoir distribuer, acheminer l'argent à ses bénéficiaires d'une manière sécurisée et d'une manière directe et d'une manière instantanée et rapide. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher, en quelque sorte, de faire une capture d'écran par rapport à ce que Wissem Belarbi a publié à 8h30 du matin ce matin, mais également de revenir un tout petit peu à une des études récemment réalisées par la Banque mondiale. Et donc, une des études qui m'a été envoyée récemment, il y a quelques semaines, alors article très très scientifique, très technique également, qui est intitulé de la sorte: pour répondre à la crise grâce au paiement électronique des prestations sociales, des mesures de court terme pour des bénéfices à long terme. Ce jeu de mots, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on est dans l'urgence. Donc, parfois, on prépare des solutions d'urgence dans l'immédiat, mais ça serait bien, souhaitable que ces solutions deviennent pérennes et qu'ils continuent dans le temps, parce que nous avons les capacités et nos startups sont capables aujourd'hui de faire un peu le suivi avec nous et de faire ce développement technologique en termes de fintech. Parce que je reste persuadé que la startup, en termes de Corona, va raisonner par sa logique, sa propre logique, qui est la logique suivante. Un problème auquel je dois trouver une solution. C'est la manière de faire. Aujourd'hui, il y a des problèmes de proximité, de distanciation, des problèmes d'information, des problèmes. Donc, tous ces problèmes-là, auxquels on peut aujourd'hui répondre par la technologie, et ces technologies vont être préparées, bien évidemment, par les start-upers innovants. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a une question, à vrai dire, il y a beaucoup de personnes qui nous remercient pour l'initiative, notamment Azza qui nous dit merci pour cette conférence, c'est très intéressant. Donc, Monsieur Slim, vous avez le bonjour d'une étudiante de votre étudiante qui s'appelle Raji Hosni apparemment. Oui, Cher professeur, elle vous salue.
Ah, Donc, merci beaucoup. elle vous demande, je ne sais pas si c'est l'objet de notre webinaire, Rajé, mais je vais poser la question quand même à Monsieur Slim. Donc, cher professeur, veuillez nous rappeler les avantages qu'a mis l'État pour encourager les grandes entreprises pour financer les jeunes promoteurs. Wow, on fera ça dans le cadre Ouais, vraiment un webinaire un indépendant. webinaire, voilà. Oui, sur, C'était juste pour vous faire plaisir. En tout cas, on a transmis vos salutations à votre professeur. Et à travers ce webinaire, je tiens à vraiment être reconnaissante parce que M. Slim Abdil a été aussi mon professeur. J'étais ravie d'être votre étudiante merci beaucoup. à l'ISG aussi. Alors, quoi d'autre comme question? Je suis en train de lire vos commentaires en même temps. Donc, voilà, il y a Ziye Ben Hassin qui nous demande quelles sont les structures d'État qui sont prêtes à donner l'opportunité pour ces jeunes entrepreneurs. Alors, C'est les les av- structures. ouais, Mhm. c'est la même chose que Ragé, je pense. C'est la même Ouais. question. C'est les avantages accordés à l'entrepreneuriat. Alors, pour revenir au Covid, nous avons un commentaire de Enis Handous. Le Covid exige une remise en question et une nouvelle réflexion de notre système économique. C'est plus une remarque qu'une question. Alors, il y Oui, a Ali. je salue mon collègue et ami Enis également. Et oui, je confirme, vraiment, il faut repenser. Et c'est toute une rupture que j'ai appelée, d'ailleurs que les philosophes appellent une rupture épistémologique, donc en quelque sorte une remise en cause. Et c'est une opportunité, je dirais encore une fois, pour la Tunisie. Je n'ai pas encore conclu, hein. Il me restera Mhm. quelque part l'avantage de la conclusion. Oui, oui, bien sûr. On est en OK. train de lire en même temps pour interagir avec les personnes, les participants qui sont en train de poster massivement leurs commentaires. Donc, il y a Rihab Qria que je salue au passage, donc qui nous demande, qui a rebondi en fait sur la volonté des dirigeants politiques. Donc, à mon humble avis, le potentiel d'affaires qui pourrait s'ouvrir post-Covid dépend principalement de la volonté des dirigeants politiques. Cette crise sanitaire a prouvé que le capital humain est toujours là pour servir son pays. Il suffit juste de donner l'opportunité aux jeunes. Voilà, donc il y a quoi d'autre comme commentaire? Alors, il y a Norhen qui nous dit les crises peuvent-elles présenter un déclencheur d'accélération, développement et de renforcement de l'économie tunisienne? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question concernant les opportunités qu'il y a derrière cette crise. Donc, je vous laisse la conclusion, Monsieur Slim. Alors, je réagis un peu à certaines interrogations. Oui, des opportunités, il y en aura. Alors, même si je me situe un peu à un autre niveau, qui n'est pas forcément de niveau start-up, le niveau entreprise tunisienne. Aujourd'hui, ce qu'on me confirme, euh, certains amis installés en Europe particulièrement et qui sont européens, aujourd'hui, on est en train de repenser même la manière de produire. Le cycle de production, il va être en quelque sorte repensé d'une autre manière et ceci peut présenter en termes d'outsourcing, encore une fois, une opportunité pour la Tunisie. Et on parle ici non pas de l'outsourcing à faible valeur ajoutée, mais à très haut niveau de valeur ajoutée. Et ceci constitue en quelque sorte une très grande opportunité, d'abord pour les entreprises tunisiennes, mais également pour les startups tunisiennes. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons été mis à nu, en quelque sorte, devant notre réalité. Aujourd'hui, personne ne peut nier que le système éducatif classique en termes de forme, ce présentiel, les Tunisiens ont découvert aujourd'hui le plaisir. Moi-même, personnellement, j'ai appris un peu et j'ai pris plaisir à enseigner avec mes étudiants, sans compter le volume horaire. Rendez-vous compte on n'a même pas respecté le volume horaire vers le plus, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'on devait normalement faire des séances de 1 heure, on se retrouve à partager à partir sur 1 heure et demie avec des partages en instantané de documents et ça crée de la synergie. Je pense qu'on a pris conscience d'abord de l'importance de l'être humain, de l'importance de la santé. C'est pour cette raison, je reviens un peu, sans faire de la redondance, à cette idée. Je pense que depuis quelques années, on nous a toujours parlé de la digitalisation en tant qu'objectif. Alors qu'on doit le percevoir un peu la technologie, mais également le digital, comme un moyen pour servir l'humain. L'homme doit être mis
par le politique au centre de son intérêt réellement. Et c'est comme ça, lorsqu'on est généreux, lorsqu'on a une autre perception et une autre vision. Vous savez, parfois, les gens se posent des questions. Et là, je fais un appel, au-delà de ma qualité de juriste, etc., mais en tant que citoyen tunisien, de faire un peu appel à cet élan de solidarité. Mais retenez très bien, à mon sens, en tant que technicien maintenant également, je dirais qu'on ne lutte pas contre la pauvreté en donnant de l'argent ou bien en donnant des subventions. Ça, c'est du périodique. Mais en faisant de l'inclusion sociale, en étant juste sur le plan social, en étant également respectueux du genre, également respectueux de l'autre. C'est grâce à cela, je pense, que les choses vont changer. Moi, je reste persuadé que si on veut développer, par exemple, et lutter contre la pauvreté, vous savez, il y a une solution technique qui s'appelle la microfinance. Et je rejoins un peu l'idée de l'entrepreneuriat de tout à l'heure. Vous savez que le secteur de la microfinance est un secteur qui est, à mon sens, très mal servi en Tunisie. Il ne sert que 3% des besoins du marché. Je vous informe également que le secteur des microfinances est un secteur où le taux de casse, il est presque de 1%. Vous savez, les pauvres sont des bons payeurs et c'est des success stories, c'est des gens qui réussissent. Nous avons énormément de potentiel dans ce domaine-là. Il suffit un tout petit peu de libéraliser, de changer une réglementation ancienne qui veut préserver les intérêts de d'autres secteurs pour un peu libérer. Je reviens un peu, encore une fois, à l'idée de ces lobbies qui aujourd'hui me semble vont un tout petit peu réviser leur approche, leur vision un peu de la nouvelle Tunisie, la Tunisie de demain particulièrement. Alors, ça c'est pour peut-être interagir et répondre, mais je voudrais également, permettez-moi, si on se positionne, on est en phase de déconfinement partiel. Le post-Covid, il faut le préparer. C'est pas demain hein, quand nous allons le préparer. Mais si je dirais, est-ce qu'on sera prêt en quelque sorte, et là je fais appel un peu à votre bon sens, à poursuivre la digitalisation? Est-ce qu'on va encore renforcer l'idée de l'inclusion sociale? Ce sont des choses que nous avons vécues, que nous avons vues, sur lesquelles je pense que les startups même devraient travailler. Et c'est sous forme interrogative que je présente ceci. Est-ce qu'on est prêt à renforcer encore plus notre capacité sanitaire, à remettre en cause notre système éducatif, à forcer l'intégration du secteur informel, à lutter contre l'informel, à soutenir nos entreprises, à lutter encore contre la corruption par la technologie encore, mais également à travailler pour réindustrialiser notre pays et à convertir ou à reconvertir des secteurs classiques. Et là, j'ai pris un peu l'exemple de le secteur de l'hôtellerie qui devrait être repensé dans sa totalité en tant que business model. Alors, c'est toute la question. Est-ce que nous sommes aujourd'hui prêts à reconstruire notre Tunisie, à notre Carthage peut-être, hein, pour un peu se rappeler un peu la Tunisie d'antan et pour dire que grâce à des jeunes comme vous, et ça c'est une réalité incontestable, que c'est grâce aux jeunes Tunisiens, aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes innovants que la Tunisie de demain pourra voir le jour et pourra se développer. Et je vous remercie vraiment pour la qualité de l'écoute et de m'avoir permis en quelque sorte de faire cette présentation en temps de corona, sachant que je suis encore en confinement de mon statut d'enseignant jusqu'au 1er juin. Imaginez un tout petit peu le plaisir que vous m'avez donné, aussi bien Houdet, que votre établissement également, que je remercie au passage, de m'avoir donc donné cette opportunité d'échanger quelques idées autour donc de la thématique de la start-up et de Covid-19. C'est nous qui vous remercions infiniment, Monsieur Slimane Abdeljelil. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre amabilité, merci pour toutes ces informations que vous avez partagées avec nous. C'était très enrichissant.
Nous avons aussi beaucoup de messages qui vous remercient. Notamment, il y a Enis Handous, votre collègue, qui vous remercie. Je tiens aussi à remercier les participants qui ont été fidèles, nos fidèles participants qui ont vraiment suivi avec nous les webinaires depuis leur lancement à l'ESCA. Donc, je cite Azza Al-Meddeb, je cite créateur culinaire Karim. Je cite aussi Emin Jesser qui sont vraiment les fidèles des webinaires de l'ESCA. Donc, je vous renouvelle à la fin de ce webinaire nos sincères remerciements, Monsieur Slima Abdijlin. Merci aussi à tous les participants. Merci pour votre interaction. Merci de nous avoir suivis pour cette série de webinaires. Je vous laisse le mot de la fin si vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Slim. Alors, pensez entrepreneuriat. Croyez en vous si des étudiants sont à l'écoute. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Ne pensez pas changer le monde, mais il suffit de trouver la bonne idée qui peut faire votre réussite. Et parfois, l'idée des autres. Vous n'êtes pas censé être très créatif. Alors, je recommande parfois de voir un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays. Consultez à titre d'exemple www.pipitech.fr qui recense un peu les startups qui sont créées depuis quelque temps, classées par secteur d'activité, la culture. Parce que j'ai oublié de dire également que la startup, on a tendance à croire qu'elle est dans la technologie. La startup, elle peut être dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine culinaire, dans le domaine du tourisme. Tout secteur d'activité aujourd'hui est appelé un peu à se soumettre et à s'adapter avec la logique innovante qui est la logique des startups. Merci encore une fois pour l'écoute et croyez en vous. Voici mon message que je voudrais vous faire passer. À très bientôt, j'espère. Espérons que cette période de confinement passera. On aura l'honneur de vous recevoir, Monsieur Slim Abdijlin. L'invitation vous est ouverte pour venir faire une conférence à l'ESCA, espérons. Inch'Allah, avec grand plaisir. Alors, merci encore une fois à tous les participants. Portez-vous bien. J'étais ravie d'animer cette série de webinaires avec vous. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir. Bye bye.